Dites-vous que sur cette planète, à une période précise, il y a un mec qui est resté caché 30 années, 33, 0, 03 à l'envers, 30, 33 moins 3, 30, 7 moins 37, 30, bon on connaît, 30 ans, il est resté caché dans la jungle parce qu'il pensait que la guerre n'était pas finie. Vous sentez le seum ou pas? Parce qu'il croyait que c'était encore la guerre. Est-ce que c'est pas hallucinant? Eh ben c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une histoire complètement folle. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire mais complètement dingue de ce mec qui s'est planté en fait, de 30 années. Il pouvait rentrer chez lui, aller manger, je sais pas, du cassoulet. Eh ben non, il est resté dans la forêt à bouffer des racines pendant 30 ans, pour rien. Rien du tout. En fait, on est en décembre 44 et la Seconde Guerre mondiale, elle prend fin d'ici quelques mois. Il y a un lieutenant japonais nommé Hiro Onoda qui vient d'être affecté dans la jungle du Lubang. Et en fait, cette jungle, elle est située dans une petite île des Philippines. Dans les semaines qui suivent son arrivée, une violente attaque américaine va forcer ses compatriotes à quitter cette île. Lui, Onoda, il est fidèle à un code militaire de malade, vous savez. Le genre de code militaire qui dit « mieux vaut mourir » que se rendre. Il l'a bien appliqué le truc, 30 ans. Je sais pas si vous avez compris, 40 moins 10, 30. Il y a tous ses potes qui s'en vont, et lui, Onoda, ce cher Onoda, eh bien il va rester dans cette jungle, pensant que c'est encore la guerre. La jungle du Lubang. Aïe. Pour de nombreux japonais de l'époque, Onoda incarne les vertus d'avant-guerre, de l'endurance, de l'obéissance, et du sacrifice. Et d'autres voient en lui une personnalité bien plus sombre, parce qu'en fait cette histoire, elle est bien plus sombre que ça, qu'une erreur de 30 ans. Né pour survivre. Notre cher Onoda, il va naître le 19 mars 1922 dans un village de Kamekawa. C'est dans le centre du Japon. C'est l'un des 7 enfants de Tanejiro et Tamae Onoda. Il fait partie d'une longue lignée de guerriers, remontant à ses ancêtres samouraïs et continuant jusqu'à son père. Son père est un sergent de la cavalerie japonaise qui a combattu et qui est mort dans la deuxième guerre sino-japonaise en Chine. Le tempérament du petit Onoda se profile déjà. J'ai toujours été provocateur et têtu dans ce que je faisais. 30 ans. Il est têtu, on a compris. Et à 17 ans, Onoda, il va partir travailler en fait pour une société commerciale à Wuhan, en Chine. On connaît tous maintenant Wuhan, on sait pourquoi. Et donc à l'époque, c'était une ville en fait qui était occupée par les forces japonaises, en 1938 notamment. Son éducation, elle va être marquée par des valeurs traditionnelles japonaises de l'époque, et notamment par les valeurs de samouraï qui se transmettent de génération en génération. En 42, Onoda, il a 18 ans, et il est enrôlé dans l'armée japonaise. Il est sélectionné pour l'entraînement au combat et à la guérilla, à la branche Futumata de l'école militaire de Nakano, et c'est justement dans cette formation qu'on va lui apprendre à pas se rendre. C'est-à-dire que si tu te fais capturer, il faut mourir, il faut pas se rendre, c'est impossible. Vous connaissez tous ce truc japonais, notamment de l'époque, c'est kamikaze le terme, je crois. C'est-à-dire qu'il fallait mieux crever que de se rendre. Donc évidemment, on lui apprend qu'il faut vraiment se sacrifier et absolument pas se rendre. Et d'ailleurs, ils diront ça, il vous est absolument interdit de mourir de votre propre main. En aucun cas, vous ne devez renoncer volontairement à votre vie. C'est-à-dire qu'il fallait pas se rendre, mais il fallait pas se flinguer aussi. Il fallait faire un maximum de dégâts en se supprimant éventuellement. Il faut savoir que les idéologies inculquées par le Japon pendant la guerre sont extrêmement dur. Les soldats étaient censés mourir pour la cause, comme il disait. Le Japon produisait jusqu'à 5000 combattants kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les persécutions pour un soldat abandonnant certaines fonctions ou en ne respectant pas les normes traditionnelles étaient terribles. Voilà un petit peu ce qui se disait. Même si la peine de mort n'était pas exécutée, un soldat déshonoré est si exclu par les autres qu'il aurait tout aussi bien pu être mort. La mission d'Onoda, elle est extrêmement simple. Il doit détruire l'aérodrome de Lubang et saboter les installations portuaire et une piste d'atterrissage pour perturber une invasion américaine à venir. Mais les officiers supérieurs de l'île ont remplacé ces ordres pour se concentrer sur les préparatifs d'une évacuation japonaise. Les ordres du major Yoshimi Taniguchi se lisent comme ceci. Onoda, tu vas tenir l'île jusqu'au retour de l'armée impériale. Vous devez défendre son territoire par des tactiques de guérilla à tout prix. Il n'y a qu'une seule règle. Il vous est interdit de mourir de votre propre main. Sauf que Onoda et les autres, eh bien, ils vont échouer. Lorsque les forces américaines débarquent le 28 février 1945 et que les derniers japonais se sont enfuis ou ont été tués, le major Yoshimi Taniguchi a donné au lieutenant Onoda ses derniers ordres, notamment de se tenir debout et de se battre. Cela peut prendre 3 ans, cela peut prendre 5 ans, mais quoi qu'il arrive, nous reviendrons pour vous. Ça, c'est ce qu'il a promis à Onoda. Il lui a dit, ça peut être long, attends ici dans la forêt. Il a attendu. Combien? 30 commentaires par personne, s'il vous plaît. Onoda et ses 3 amis soldats se retirent donc dans la jungle pour survivre. Ils vont s'exécuter parce que c'est leur chef qui a donné un ordre.
Donc ils le font. Et durant cette période, eh bien, la Seconde Guerre mondiale, elle touche bientôt à sa fin. Le Japon s'est finalement rendu en août 1945 après que les États-Unis aient largué des bombes nucléaires sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki, comme tout le monde le sait. Des tracts sont notamment déposés à Lubang pour informer les retardataires de la reddition du Japon. On prévenait les gens quand même que c'était la fin de la guerre. Il fallait arrêter de se battre, il fallait arrêter de tuer tous ceux qu'on croisait, et voilà. Bon, eux, ils ont pas eu le message. Sauf qu'en fait, ces tracts, ils vont être rejetés violemment par ce petit groupe, jugés comme étant des faux. Et en fait, pour eux, il s'agit tout simplement d'un piège. C'est des faux tracts, ils y croient pas. Ils décident de rester cachés dans la jungle parmi les fourmis piqueuses et les serpents, se nourrissant de peaux de banane, de noix de coco, et de riz volés un petit peu à droite à gauche, et tirant sur les vaches pour faire du bœuf séché. Faut imaginer, il y a 3 clampins dans la jungle, ils ont quand même un peu de munitions, donc dès qu'ils croisent une vache, ils la fument, ils la dépecent, ils la font sécher, voilà, ils se nourrissent de ça, de la vache sèche. Et en fait, ils sont convaincus que l'ennemi, eh bien, ils tentent de les affamer. Ils sont encore dans une parano de guerre, et donc, voilà, ils sont dans cette optique de survie, et dans cette optique de se faire attaquer tout le temps, donc ils vivent dans la peur, dans la faim, dans la crasse et dans le danger des animaux de la jungle. Au total, il y aura au moins 4 tentatives pour retrouver Onoda et ses comparses. Des groupes de recherche sont dépêchés pour tenter de les trouver, mais Onoda croit que ces hommes sont en réalité des prisonniers japonais, forcés contre leur volonté. Donc voilà, il y a vraiment un délire paranoïaque, il croit à rien. Lui, il est dans la guerre, hein, voilà, il veut entendre parler de rien d'autre. Et il y a même son frère qui va lui parler à travers un haut-parleur, mais également son père. Eh bien, Onoda, il n'y croit pas, et voit encore là une tentative de manipulation. Et en fait, il en sera de même pour les tracts balancés au-dessus de la jungle. Nous avons trouvé des dépliants et des photos de nos familles. J'ai supposé qu'ils vivaient sous l'occupation et qu'ils devaient obéir aux autorités pour survivre et que tout cela était faux. Lorsque le groupe de soldats entend des avions en réaction voler pendant la guerre de Corée, qui a duré de 1950 à 53, ils se disent que les avions faisaient en réalité partie d'une contre-offensive japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend et tout, pour lui, c'est la continuité de la guerre, cette Seconde Guerre mondiale qui est en fait terminée depuis un moment. Donc là, ça fait presque une dizaine d'années déjà, il entend des avions, il pense que ça continue, voilà. Bon. Yushi Akatsu se rend aux forces philippines en 1950, donc 5 ans après la fin de la guerre. Swashi Shimada se fait tuer en 1954 par la police locale. Quant à son compatriote le plus célèbre, Kinshichi Kozuka, il se fait également tuer par la police locale en octobre 72 lorsque lui et Onoda brûlent le silo de riz d'un village philippin. Vous imaginez, il y a 3 japonais complètement fous qui brûlent tout ce qu'ils trouvent aux Philippines à côté d'eux, notamment les réserves de bouffe, donc la police il les voit, il leur tire dessus. Donc à ce moment-là, en fait, il reste plus que Onoda, il est tout seul dans sa jungle, tous ses potes ils se sont fait fumer parce qu'ils sont allés cramer la taverne de Dushno du village philippin à côté là. À la suite de cette perte, eh bien Onoda il va rester seul comme je vous l'ai dit sur l'île pendant encore 18 mois, jusqu'à ce qu'une rencontre avec un explorateur japonais excentrique nommé Norio Suzuki aboutisse à un accord. Norio Suzuki, lui, c'est un aventurier japonais qui a beaucoup voyagé. Et lors d'un périple autour du monde en 74, Norio a déclaré qu'il voulait voir le lieutenant Onoda, mais également un panda et l'abominable bonhomme de neige. Et tout ça, évidemment, dans cet ordre. Alors, on dit pas abominable bonhomme de neige, l'abominable homme des neiges. Je sais pas pourquoi j'ai mis bonhomme des neiges, mais c'est pareil. Bigfoot, si vous préférez. Le panda, c'est ok, c'est possible. Onoda, fallait le trouver. Le Bigfoot, c'est un peu plus compromis. Donc ça, c'était vraiment le but de l'exploration de ce monsieur. Quand je vous dis excentrique, excentrique. Eh bien, son souhait s'est réalisé lorsqu'il arrive aux Philippines en février de la même année et trouve Hiro Onoda dans la jungle de l'île de Lubang. Onoda, il va se méfier un petit peu de Norio, mais ses inquiétudes sont rapidement apaisées lorsque le jeune japonais lui dit « Onoda-san, l'empereur et le peuple japonais s'inquiètent pour vous. » Norio demande à Onoda de rentrer au Japon. Onoda va lui répondre qu'il ne quittera jamais l'île avant qu'il ne soit déchargé de ses fonctions par son commandant Yoshimi Taniguchi. À ce stade-là, je sais pas si le chef, depuis le temps, il est mort, mais si son chef est mort, c'est compliqué. Plus personne peut le sortir de là. Les conditions d'Onoda, elles vont être transmises au gouvernement japonais, qui retrouve ensuite le commandant d'Onoda, le fameux major Yoshimi Taniguchi, qui n'est finalement pas mort. En fait, ce mec-là, il est devenu libraire, et on va l'envoyer dans la forêt de Lubang pour aller voir Onoda et lui donner sa destitution de ses fonctions de militaire pour qu'il rentre. Au bout de 30 piges, les gars. C'est un délire, le mec, c'est un fou. Et c'est ainsi que le 9 mars 1974, à l'âge de 52 ans, Hiro Onoda va sortir de la jungle, toujours vêtu de son uniforme officiel, qui est en lambeaux. Le truc doit puer la mort, hein. Il se lave pas. Hein. Il a également son fusil de service et son épée en excellente forme. Lorsque son commandant lui dit « Frérot, c'est terminé », il dépose son fusil, 500 cartouches, son épée cérémonielle, sa ceinture d'épée ainsi que son poignard dans son étui blanc et salue le drapeau
de la nation. Il présente son épée au président des Philippines dans un acte de reddition et il est gracié pour ses nombreux crimes contre l'État. Et en fait, c'est là que l'histoire, elle va prendre une tournure un petit peu plus sombre parce que Onoda, finalement, eh bien, était-il un héros un peu fou ou bien un serial killer? Je vous l'avais dit, ça part en couille. Pendant ce temps, dans l'ombre de la renommée éblouissante d'Onoda, eh bien de nombreuses victimes silencieuses attendent d'être reconnues. Et oui, il y a des victimes, l'histoire n'est pas aussi fun que ça. Parce qu'en fait, Onoda, il a tué violemment de nombreuses personnes. Toutes les victimes étaient des habitants de l'île, vaquant à leurs activités quotidiennes lorsque des agressions ont eu lieu. Et toutes ces personnes avaient été ciblées lorsqu'elles étaient isolées et vulnérables. C'est peut-être un gros psychopathe de la jungle. C'est le cas notamment d'Emilio Viana, qui est sorti un beau jour pour cultiver des patates douces avec ses 2 fils. C'était le 8 mars 1961. Après une matinée de dur labeur, Emilio s'est assis pour une pause déjeuner et buvait une tasse de café. Des coups de feu ont résonné. La première balle a brisé le haut de la cuisse d'Emilio. Un autre coup de feu a frappé son jeune fils, Johnny, à la jambe. C'est pas Johnny, hein, c'est Johnny. D-I-O-N-Y. Parce qu'un Johnny aux Philippines... Bof. Les 2 garçons ont vite traîné leur père en sécurité. Ils sont même allés jusqu'à le traîner dans des espèces de ronces et se sont fait lacérer, mais la peur était tellement grande, eh bien qu'ils l'ont traîné là-dedans pour survivre. Donc là, ils se sont fait agresser par un fou de la jungle, parce que c'est Onoda. En pleine hémorragie, Emilio ne pouvait pas bouger. Ses fils ont à peine réussi à le traîner aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'à leur petit bateau et à le ramener jusqu'à un petit port de pêche, toujours dans la peur mortelle d'être abattu alors qu'ils pagayaient. Et au moment où ils sont arrivés en sécurité, eh bien, il était trop tard. Leur père était déjà mort. Et en fait, il y a un des fils, eh bien, il se souvient extrêmement bien de l'attaque. Il s'en souvient tellement bien qu'il a même vu la personne qui leur a tiré dessus, il a dit que c'était un soldat japonais. Il a dit que c'était un soldat japonais, et il était même capable de le reconnaître. Et on va lui montrer une photo d'Onoda, et il va dire « Oui, c'était bien lui ». Donc Onoda tirait sur des gens au hasard, pour le plaisir. La violence contre la population locale qu'Onoda a à peine admise dans son autobiographie n'a pourtant pas terni sa réputation de héros. Les meurtres commis sous sa direction à Lubang ont été largement oubliés et ignorés. Il a commis des actes de terreur contre ces personnes pendant 30 ans. Onoda a affirmé avoir été un soldat qui continuait à mener une guerre. Pourtant, les personnes qu'il a attaquées de sang-froid étaient des civils non armés et incapables de se défendre. Ils ont non seulement été abattus, pas que, ils ont aussi été poignardés comme ça et mutilés. Ça, c'est signe d'un mec un peu taré, je veux dire, t'es en guerre, bon à la limite, le mec tu mets 2 balles, il tombe, c'est fini, suivant. Là non, il s'acharnait, voilà, il dépeçait, il faisait des trucs chelous. Il va pas nous faire gober une pastille, Onoda, hein. Genre, ouais, c'est la guerre, non, Onoda, t'étais un tueur en série en fait, caché dans la jungle. Il a été démontré qu'Onoda et que Kozuka, l'un de ses compères, eh bien ils ont travaillé ensemble en tant que partenaires de crime. On était sur 2 psychopathes qui bossaient ensemble. Voilà. Le duo a passé plus d'une décennie à massacrer les habitants locaux du Lubang, qui les appelaient Demonio Sabundok. Et en fait, ce qui veut dire les diables des montagnes. Ils pensaient qu'il y avait un diable dans la montagne qui butait tout le monde. C'était 2 japonais complètement tarés. Évidemment, sous la menace constante de ces bourreaux cachés dans la jungle, la population locale, elle vivait dans une angoisse permanente. L'île, elle semblait calme et paisible au premier abord, mais périodiquement, eh bien, l'horreur sanglante s'abattait sur eux de manière imprévisible et aléatoire. Ce groupe de japonais fous dans la jungle composé d'Onoda et de ses comparses, eh bien, ils ne se contentaient pas de tuer des civils. Ils pénétraient aussi dans les maisons et même dans les écoles locales pour voler des objets tels que des casseroles, des poêles, des sacs, du riz et bien d'autres choses. Eux, ils savaient pas d'où ça venait, c'est-à-dire qu'ils se faisaient taxer absolument tout. Il y avait Gisèle à la taverne de Duchesneau qui était là tranquille, le lendemain on la retrouvait découpée en morceaux. C'est compliqué. La valeur des terres dans cette zone, eh bien, elle a dégringolé. Et donc tous ces paysans qui voulaient se barrer, ils pouvaient pas vendre leurs terres, donc ils pouvaient pas se barrer, puisque ça ne valait plus rien. Tout le monde savait qu'il se passait un truc bizarre, donc les prix ils ont chuté complètement. Personne voulait aller là-bas. Et en fait, le nombre d'assassinats qui ont été commis par Onoda et ses comparses, eh bien aujourd'hui, il reste encore inconnu, mais il y en a eu énormément. Et lui, il disait non, c'est pour la guerre. Bon, c'est bizarre quand même, frérot. Donc en fait, je pense que le mec, dans sa jungle, il a complètement phasé. Il avait un petit brin de conscience qui lui disait, on va quand même dire que c'était pour la guerre, mais il savait très bien qu'il butait tout le monde parce qu'il avait pété un plomb. Onoda, évidemment, il finit par rentrer au Japon. Il est examiné par des médecins qui le trouvent dans un état incroyablement bon. Il reçoit une pension militaire et signe un contrat de 160 000 $ pour un mémoire intitulé « Je ne me rendrai pas, ma guerre de 30 ans ». Alors que son histoire va se mondialiser et être distribuée un petit peu partout, eh bien lui, il tente de vivre une vie tout à fait normale. Il dira d'ailleurs ceci.
Je fais tout 2 fois plus vite pour rattraper ces 30 ans perdus. En revanche, il se sent étranger dans son propre pays, celui qu'il a vu naître. Parce qu'en fait, le Japon, il se transforme hyper vite. Onoda, il est totalement désillusionné. Il rencontre un monde où Richard Nixon était le président des États-Unis, où la guerre froide et l'ère nucléaire dominaient la politique, où les gratte-ciel tournaient, où la télévision était inéluctable. Le mec est passé d'un monde où, voilà, tout était à peu près plat, à des immeubles de 200 mètres de haut, la télé, les néons, les trucs, enfin, t'imagines. Tu passes du Moyen-Âge, taverne du Chenot, exemple taverne du Chenot, à Cyberpunk 77. Le pont est un peu dur. Bon, voilà. Il finit également par retrouver ses parents qui le pensaient tout simplement morts. Ses parents, il les retrouve alors qu'ils ont 80 ans. Il les a quittés, ils en avaient 50, voilà. Ça pique, hein. En 75, il va déménager dans un lieu un petit peu plus calme. Une colonie japonaise à Sao Paulo, au Brésil, où il va élever du bétail. Et l'année d'après, il va trouver une femme et l'épouser, une japonaise qui s'appelle Onuku. Le couple va retourner au Japon en 84 et fonde l'Onoda Nature School. C'est un camp de compétences de survie pour les jeunes. À ce moment-là, Onoda, il va même retourner dans la jungle où il est resté 30 ans et il va faire un don de 10 000 $ à une école locale. École dans laquelle il avait volé des poêles et des télés. Maintenant, il n'y avait pas de télé, mais en tout cas, il avait peut-être fumé 2-3 professeurs et là, il donne 10 000 balles. Bon.